Bonsoir à tous. Je pense que nous pouvons commencer notre séance du conseil municipal. Avant d'ouvrir cette séance et de procéder à l'appel nominatif, je voudrais vous faire part d'une demande du président du groupe Agir pour Villeneuve, Monsieur Gaudin, qui m'est parvenu par courrier. Excusez-moi, j'ai un peu dépêché. Monsieur Gaudin m'informe que notre conseil sera filmé en vidéo à sa demande et donc à ses frais. Je tiens à rappeler à notre assemblée qu'il y a des règles strictes à respecter. Ainsi, le public ne peut être filmé. Les auteurs de la vidéo se doivent de respecter les personnalités morales que nous sommes et donc responsables de ce qu'elles diffusent. Monsieur Gaudin, donc je retiens votre idée. Notre conseil n'avait jamais été filmé dans son intégralité. En effet, les différentes municipalités qui se sont succédées, y compris la nôtre, ne l'avaient jamais intégré pour des raisons budgétaires. Nous aurons le débat tout à l'heure sur les orientations budgétaires et comme à notre habitude, nous avons un budget contraint. Néanmoins, votre initiative crée un précédent. C'est pourquoi, afin d'assurer à notre conseil le contrôle de l'image, j'ai demandé à des professionnels de filmer l'intégralité de notre conseil. Les images seront fournies à chaque groupe qui en fera la demande. Nous aurons, lors d'un prochain conseil municipal, à voter une délibération le permettant. Je lance également un MAPA dans les prochains jours pour filmer les conseils. Voilà. Y a-t-il des avis sur cette question ? Voilà, d'accord. Voilà, je tenais à vous dire la raison donc du caméraman présent dans la salle. Ensuite, on procède à l'appel nominatif. Non, c'est Monsieur Gougounian Zadig qui nous fait cet appel. Oui, bonsoir. Alors, Madame Sylvie Atman, Daniel Henry, Laurent Dutheil, Charles Knopfer, Sylvie Richton, Yannick Pilate, jusqu'à l'arrivée, d'accord, Monique Tirode, Nathalie Diner, Florence Robin, Elsa Bardot, Xavier Cantat, Maurice Belva, Cécile Duflot, qui donne procuration à M. Xavier Cantat, José Gracia, procuration à Mme Richton, Nicolas Grondin, procuration à M. Dutheil, Marie Magaillé, Jean-Pierre Davidé, Marie-France Cocard, Christine Reynard, Christian Saint-Jalm, Madame Raviendra Dranatan, représenté par Madame Bardot, Gérald Ponce, oui. Sabrina Bernardi, pourvoir Madame Robin, Monsieur Marc Tiberville, Martine Marin, pourvoir à Madame Diner, Daniel Boer, Linda Reur, Philippe Gaudin, Michel Faïs, il a une petite erreur, donc c'est Monsieur Maillochamp. Non? Ah, après, d'accord. Ok, donc Monsieur Lavadou, d'accord, donc Monsieur Lavadou, Éric Colson, Noria Hamou, moi-même, Sylvie Brouillon qui donne procuration à Monsieur Gaudin et Monsieur Dominique Joly. Merci. Alors, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs du public, notre conseil municipal porte principalement sur le débat des orientations budgétaires que je vous présenterai au cours de nos travaux. Je voudrais commencer mon propos par vous présenter Madame Isabelle Leperc. Voilà, Isabelle, notre nouvelle directrice générale adjointe à l'aménagement et l'urbanisme, développement économique, habitat, logement, développement durable, voilà, qui a commencé il y a moins de 10 jours. Je lui souhaite bien sûr pleine réussite dans ses nouvelles fonctions. Les mois de décembre et janvier n'ont pas été de tout repos. Je remercie chaleureusement les équipes de voirie, la régie de Clément Ader, qui ont traité en même temps les deux difficultés climatiques, la neige et les inondations. L'incident neigeux de janvier puis de ces derniers jours ont été extrêmement bien traités. C'est lié à la fois à une meilleure information des services préfectoraux et météorologiques, mais aussi à une meilleure organisation des services par messieurs Colin et Jatit, notre nouveau directeur aussi des services des espaces publics que nous avions présenté dernièrement. Et
de leurs équipes. Je voudrais aussi remercier messieurs Delors et Péclet pour la gestion des inondations sur le quartier Belle-Place-Blandin. La cellule de veille fonctionne bien, l'ensemble des habitations susceptibles d'être inondées a été visité. Je remercie également les agents du CCAS autour de Marie-Pierre Fiot qui ont mis en place en quelques heures le plan grand froid, le même que pendant le plan canicule. 700 personnes âgées ont été ainsi appelées régulièrement au moment de la baisse des températures en dessous de 5 degrés. 2 personnes menacées par le froid ont été prises en charge. Je remercie aussi les bénévoles d'Ose qui, ce dimanche, ont retiré dans des conditions difficiles, en tous les cas climatiques difficiles, près de 15 tonnes d'ordures sur les bords de Seine à triage. Suite au Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance que j'avais convoqué le 30 janvier dernier, plusieurs mesures ont été prises. Les bailleurs ont été reçus par Nathalie Diner et Sylvie Richton avec Madame le commissaire jeudi dernier. Hier, c'était au tour de la cellule de veille de la Sociépidou d'être reçue par Laurence Robin et Yannick Pilate, en présence là aussi de Virginie Brunner, la commissaire. Ce matin, la police, en lien avec les services municipaux, a démarré un diagnostic sécurité sur plusieurs installations municipales. Je prends très au sérieux la montée des cambriolages dans la région, donc toute la région Île-de-France, mais particulièrement pour ce qui nous concerne sur notre ville. Avec Madame le commissaire, nous avons un dialogue régulier. Les rôles de chacun sont clairs. Si c'est à la police nationale d'indiquer le nombre de cambriolages ou de vols d'accessoires sur les véhicules, la commune, en organisant une campagne d'information, accompagne les efforts de la police. Comme je l'ai dit lors du CLSPD, cette année 2013 va être utilisée à faire vivre cette instance. L'étude sur la vidéoprotection y a été présentée et validée. Les acteurs de l'étude diagnostic action y ont été aussi présentés avec leur calendrier de travail. L'objectif est de valider en conseil municipal, si possible pour le mois de juin, le contenu des différentes fiches actions et donc du rôle de notre CLSPD. À chacune de mes permanences, et ce fut le cas encore lundi dernier, je rencontre des Villeneuvois soucieux de vivre en toute tranquillité. Mais je dois dire que la première insécurité est bien aussi au niveau social. Beaucoup de Villeneuvois s'inquiètent de leur avenir et beaucoup vivent difficilement. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai été choquée par les annonces de ce week-end. La baisse du budget de l'Union européenne touche en premier lieu les plus fragilisés. Il n'est pas possible de se satisfaire de la baisse de 40% de l'aide alimentaire aux plus démunis. J'entends par les voix des présidents des Restos du Cœur, du Secours populaire, de la Croix-Rouge, de la Banque alimentaire, plus que de l'inquiétude, de la révolte. Comment vont-elles faire face à la demande croissante des plus démunis? Comment mettre en parallèle les moins 40% du budget aux plus démunis et les plus 10% de bénéficiaires cette année des restos? Pour reprendre les mots de Julien Lauprêtre, président du Secours populaire français, il y a danger d'être simplement humain aujourd'hui. Cela donne l'impression d'un retour en arrière d'un siècle, au temps de Charlot mendiant, mangeant sa chaussure en soupe pour survivre. Une parenthèse pour vous signaler que l'exposition des affiches de Charlie Chaplin, créée par Léo Cooper, a rencontré un vrai succès, qu'elle a été visitée par plus de 1200 écoliers, collégiens, entre autres. À l'image des films de Charlot, il est devenu évident que l'austérité n'est pas pour tout le monde. En janvier, nous avons connu un nouveau sommet de Davos. Le monde de la finance y était en pleine euphorie, pendant que le chômage et la pauvreté sont en pleine croissance. Je pense qu'ici, personne n'a de compte à la banque américaine Goldman Sachs. Sachs, ça sera mieux, Sachs. Et moi non plus. Pourtant, ni vous ni moi n'avons oublié le nom de cette forteresse financière. Elle a provoqué en 2008 la catastrophe mondiale générale. Monsieur Blankfein, président de la Goldman Sachs, a annoncé à Davos la bonne nouvelle à la terre entière. Je cite, « Le pire est terminé et c'est la première fois que je le dis ». En général, ces gens-là ne parlent pas ou parlent très peu. C'est dire l'événement. Certains banquiers qui avaient emprunté début 2012 près de 1000 milliards d'euros à la Banque centrale européenne remboursent avant l'échéance. C'est dire leur bonne santé. Mieux, comme l'écrit Les Échos, les patrons internationaux se sont séparés, le baume au cœur. Il y a donc aujourd'hui, à la surface du globe, un bonheur nouveau, mais ce n'est pas le nôtre.
Le journal Le Monde titrait à la une « Wall Street retrouve ses plus hauts niveaux historiques. Les places boursières, Francfort, Paris, Londres, Milan, volent de sommet en sommet. » Donc je pose cette question, dans quel monde vivons-nous, où le capital financier connaît une considérable expansion nouvelle et où les hommes au travail, de PSA par exemple, doivent lutter pied à pied pour leur avenir, où la grande finance internationale étale ses triomphes quand le chômage, la pauvreté, l'inquiétude, parfois la peur du lendemain, ont envahi nos sociétés. Il ne fait aucun doute que cette contradiction, ou plutôt ce scandale, fait réfléchir. PSA, Renault, Sanofi, Goodyear, Virgin, Fralib, etc. La chaîne se forme des révoltés. Nul besoin de réunion de crise au ministère de l'Intérieur pour faire face à cette vague de mécontents, et ce n'est pas en insultant les ouvriers en grève accusés de vouloir casser leur outil de travail qu'une solution viable sera trouvée. L'austérité n'est pas la même pour tout le monde. Je souhaite pour ma part que les élus de l'Assemblée nationale et du Sénat, des différentes composantes de la gauche et des écologistes, votent ensemble un texte de loi contre les licenciements boursiers. C'est un sujet de société vital. Cela mérite, comme pour le mariage pour tous, des débats passionnés, et cela changerait maintenant la vie de centaines de milliers de salariés. Hier, 14 écoles étaient fermées suite à la grève des enseignants et avec le soutien de la FCPE locale. Tous s'accordent à dire qu'il faut une réforme de l'enseignement pour les maternelles et les écoles élémentaires. La question est la place de l'enfant, de son mode d'apprentissage, de son rythme. Notre Assemblée aura au Conseil municipal de mars à se prononcer sur les modalités de la mise en œuvre de la réforme, sur le temps nécessaire de la concertation, à la fois avec les équipes pédagogiques, les parents et le personnel communal. D'ici le 20 mars, l'ensemble des conseils d'école se sera réuni. Nous aurons donc une première indication des réflexions en cours. À ma connaissance, le bulletin officiel sur la mise en place de la réforme n'est pas encore paru. Il y a beaucoup de questions en suspens sur l'organisation du périscolaire entre 15h30 et 16h15 et le temps du midi, sur le mercredi ou le samedi, sur le nombre de jours de cours dans l'année, etc. Pour ma part, je considère qu'il faut le temps de la concertation et mettre en place la réforme pour septembre 2014. Selon les sources syndicales ou du ministère, 8 à 15% des villes seulement se sont prononcées pour la mise en œuvre dès la rentrée prochaine. L'idée est assez largement admise que le ministre doit revoir sa copie et que la concertation et une réflexion approfondie soient menées avec tous les intéressés pour élaborer une réforme sur les rythmes scolaires en fonction des besoins de l'enfant. Le 5e rencontre de l'éducation qui s'organise le 26 mars prochain, 5e rencontre, que voilà, chaque année nous organisons ces rencontres de l'éducation. Donc, je l'espère, contribuera à cette réflexion. Je l'ai dit, ce n'est pas une question financière, d'autant qu'il semble que le gouvernement soit à l'écoute des villes comme la nôtre dans le cadre de la politique de la ville. Notre ville, par l'intermédiaire d'un cahier d'acteurs, a participé à la concertation nationale de la politique de la ville. Je partage assez bien les conclusions de ces travaux qui ont été rendus publics le 31 janvier dernier. L'objectif du gouvernement est de diminuer le nombre de villes, de territoires aidés pour mieux concentrer les besoins et l'action publique. Cela aurait des conséquences sur les financements de la réforme scolaire. J'ai demandé un rendez-vous avec le ministre de la Ville, M. Lamy, pour que notre ville soit bien fléchée dans les nouveaux dispositifs proposés. Je sais que cette demande sera relayée par le ministère de l'Égalité des Territoires et du Logement, dont j'ai rencontré avec l'équipe de notre direction générale, que j'ai rencontré vendredi dernier. Concernant les transports, je souhaite informer notre Conseil d'une très bonne nouvelle. Le STIF réuni aujourd'hui a voté des moyens pour la modernisation de la ligne RERD et l'augmentation des arrêts de 12 à 16 arrêts pour la gare centrale de Villeneuve. Marc pourra peut-être nous en dire un peu plus. En ce mois de février, 3 rencontres sont organisées sur des projets d'avenir pour la commune. Le jeudi 21 février à Triage pour présenter le chantier des bords de Seine et débattre du contenu du cahier des charges pour le lancement d'un concours urbain. Le 22 février, au centre de loisirs Anatole France, avec le Conseil général, nous présenterons le réaménagement du parc de la Sociépidou, avec en particulier du côté, on va dire, de l'école, la construction d'un skatepark, et puis de l'autre côté, vers l'avenue Anatole France, le réaménagement de l'espace, avec en particulier un nouveau terrain de pétanque.
Le 27 février à la salle Malraux, nous débattrons des orientations budgétaires. Enfin, samedi 23 février, nous inaugurerons le foyer Antoine Ponce, rénové à l'intérieur et qui accueillera des associations de personnes âgées, mais pas seulement. L'occasion de rendre hommage à un ancien élu qui a marqué de son empreinte notre Assemblée. Je terminerai mon propos par marquer de ma solidarité de nombreux Villeneuvois originaires de Tunisie, du Mali, de Turquie, kurdes ou non. À chaque fois, notre ville-monde est solidaire avec les peuples qui luttent pour la liberté, pour le respect des droits de l'homme et de la femme. Je vous remercie pour votre écoute. Y a-t-il des souhaits d'intervention? Christian? Oui, merci Madame le maire. Je voulais revenir sur les inondations qui touchent le quartier Belle-Place-Blandin pour remercier publiquement les équipes de Monsieur Daniel Delors et de Monsieur Petley qui sont jour et nuit dans le quartier à faire un travail absolument fabuleux, remettre en place des bastings qui ont été volés, des tréteaux qui ont été cassés, des plaques d'égout déplacées, des actes d'incivilité malgré ce qu'endurent certains habitants du quartier. Bon, tout le quartier n'est pas sous l'eau, bien sûr, mais voilà. Je trouve que dans ces moments où particulièrement difficiles que vivent certains habitants du quartier, il est absolument consternant de constater que des personnes s'amusent à mettre en danger la vie, l'intégralité physique de certains, bêtement, on va dire. C'est de l'incivilité si on veut, mais c'est surtout des actes d'une bêtise totale. Donc, je remercie absolument Monsieur Petley, Monsieur Delors et tous ces équipiers qui font un travail fabuleux. J'ai, comme Madame le maire, les comptes rendus journellement de leurs actions et j'ai pu voir que de 5h du matin en gros jusqu'à 22h30 certains jours ils sont à pied d'œuvre. Bon, je dis pas qu'ils sont là tout le temps, mais ils viennent surveiller et voilà. Je voulais témoigner de mon admiration et de mon profond respect pour leur travail. Merci Madame le maire. Merci Christian. Ça méritait effectivement d'être relevé comme je l'ai fait, comme tu l'as fait. Voilà. Donc je pense que Vincent transmettra. Donc premier point, les affaires traitées en vertu de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Y a-t-il des remarques ou des deux questions? Oui, Monsieur Colson. Merci. Oui, mon intervention va se diriger au niveau de la DOP, puisqu'on a deux passations de marché. Deux passations de marché, donc un premier de 65 995 €, un second de 93 186 €, ce qui nous fait quand même un montant de 159 181 €. Donc mes questions sont les suivantes. C'est visiblement donc quelque chose que nous ne savons pas faire, ou puisqu'en fait, en fait nous ne pouvons pas du tout le réaliser au niveau de nos services, c'est ça? Et je m'interroge, je voudrais bien savoir de quoi il s'agit exactement. Si j'ai bien compris, nous allons donc assister quelqu'un, payer quelqu'un, qui va assister quelqu'un pour assister la ville, ou encore on va payer quelqu'un pour aider à choisir. Je ne comprends pas trop au niveau des deux marchés, le premier et le dernier. Si vous pouvez, Madame le maire, me donner des explications, merci. Alors, sur le fait d'avoir des AMO, je crois que nos services, et la ville n'en abusent vraiment pas. Je crois que nous pourrions y recourir même plus souvent, mais je crois que au contraire, on peut rendre hommage à nos services qui donc bien souvent assument en direct un certain nombre de choses. Après, oui, ça fait partie, je crois, de l'organisation et de la vie municipale que de pouvoir recourir sur un certain nombre de sujets, sur des assistances à maîtrise d'ouvrage. Il n'y a absolument rien d'anormal à cela. Vincent, tu peux préciser? Voilà, oui, tout à fait. Nos services ne peuvent pas avoir toutes les compétences, donc sur un certain nombre de choses, il est normal de recourir à de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc c'est le cas sur le sujet.
Il n'y a pas d'autres choses à préciser, Vincent, sur la question? Non? De sujets quand même, une technicité importante, enfin, des domaines qui évoluent. Il y avait des micros l'autre fois pour vous. Il n'y a plus de micro. Voilà. Tiens, mets-toi là. C'est mieux que tu nous précises de quel point de vue la technicité est importante. Oui, excusez-moi. Donc, il s'agit de deux sujets d'une technicité particulière. Donc, l'éclairage public, effectivement, on n'a pas à la ville ni les compétences ni les effectifs pour mener à bien une telle étude, puisque le contexte des marchés d'éclairage évolue et de plus en plus on se tourne vers des marchés à performance énergétique, donc qui sont des marchés très complexes à déterminer et qui aboutissent sous forme généralement de soit de marché négocié, soit de dialogue compétitif, de manière à ce que la collectivité puisse tirer le meilleur parti en termes à la fois d'économie d'énergie et de renouvellement du matériel. Et c'est vrai que là, on n'a pas les compétences pointues qu'il faut dans ces domaines, malgré toute la compétence et la bonne volonté de Claude Thiou qui suit dans nos services le marché d'éclairage public au quotidien. Là, effectivement, il faut être, pour lancer un nouveau marché sous une nouvelle forme dans ce domaine-là, il faut être très pointu et on ne l'est pas suffisamment dans les services. Ça demande également un temps important d'investigation et nos effectifs ne permettent pas de réaliser en interne de telles études. Sur la deuxième que vous évoquiez, il s'agit du regroupement des centres techniques municipaux. Et là encore, il y a un certain nombre de sujets techniques. Il y a évidemment des bureaux et des ateliers qui sont relativement simples à traiter. Mais il y a des problématiques foncières, d'études préalables à mener, sur lesquelles il ne faut pas se tromper, et il est important d'être assisté d'un prestataire qui soit qui ait là une équipe pluridisciplinaire présentant des compétences diversifiées, à la fois sur l'urbanisme, le caractère foncier, la valorisation foncière, la pathologie des ouvrages, la pollution des sols, etc. J'ai un argument qui m'a échappé depuis. Oui, on a aussi certains domaines d'activité qui ont beaucoup évolué depuis leur mise en place dans notre centre technique actuel et qui nécessitent, en cas de nouvelle implantation, une mise aux normes. Je pense notamment au garage. Puisque par exemple nous avons aujourd'hui une fosse pour intervenir sur les poids lourds, ce qui est tout à fait autorisé, mais qui est interdit quand on fait une installation neuve. Donc si on fait un garage nouveau ailleurs, c'est une installation qui serait complètement à changer. Il y a toute une série de choses comme ça sur lesquelles on ne peut pas se permettre de se tromper dès le démarrage des études, puisqu'il faut dès à présent identifier les points durs et ce qui risque d'être coûteux, et éventuellement abandonner le projet si cela s'avère trop coûteux, ou changer les objectifs, mais suffisamment tôt pour ne pas rentrer dans le mur plus tard. Voilà, donc il y a une multitude d'aspects qui touchent des domaines très divers et des compétences pointues que nous n'avons pas dans les services sur ces sujets-là.
J'espère avoir été. Merci Vincent pour cette explication très, très précise. Ça... Oui, Monsieur Gaudin? Oui, Madame le maire, donc merci des précisions. Donc si j'ai bien compris, les cabinets qui sont proposés ici par arrêté assisteront la ville du début jusqu'à la passation du marché. Parce que sur le dernier marché, ce qui nous a interpellé dans la lecture, c'est pour une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, on est d'accord, pour le choix du maître d'œuvre. Donc on pensait que c'était uniquement une mission pour nous aider à choisir le maître d'œuvre. Et après, il y aurait une mise en place de l'ouvrage qui serait dans une deuxième phase. On pensait que c'était uniquement pour choisir, nous aider à choisir la personne qui aura le marché. C'était ça. Bah oui. Qui aura le marché de maîtrise d'œuvre. C'est bien des missions de programmation, dans le cadre de programmation. Les étapes d'un projet, c'est la programmation, ensuite la maîtrise d'œuvre et ensuite les travaux. Ces missions d'assistance ne porteront pas jusqu'à l'attribution des marchés de travaux, mais jusqu'à l'attribution des marchés de maîtrise d'œuvre. Un marché de maîtrise d'œuvre n'inclut pas la programmation sur des travaux de cette complexité. D'accord. Donc le prix qui est indiqué, c'est uniquement la mission d'assistance à la ville jusqu'à l'attribution des marchés de maîtrise d'œuvre. Exactement. Après, il y aura autre chose, je suppose, une assistance à maître d'œuvre pour la réalisation des travaux. Tout à fait. C'est ça. D'accord. Parce que pour le montant donc de l'opération, on pensait que ça allait jusqu'au bout. Merci. Malheureusement pas. Non. Merci encore une fois, Vincent. Monsieur Gougounian-Zading. Oui, bonsoir. Juste une petite question pour le point numéro 1 des finances, pour la passation d'un contrat de prêt de 800 000 euros. Est-ce qu'on a les conditions? Oui. Je vais vous le répondre. On a des conditions et je crois que me rappeler qu'elles sont intéressantes, évidemment. Je ne les retrouve pas. Tu l'as, Daniel ? Voilà, donc il s'agit de financer les travaux de réalisation de voirie et d'enfouissement des réseaux du quartier Nord pour un montant donc de 800 000 euros. C'est un prêt donc pour une durée de 15 ans avec un amortissement progressif. L'indice de référence, c'est le livret A, donc avec le taux du livret A, plus 100 PDB, point de base. Voilà, valeur de l'indice de référence 2,25% au 1er août 2011. Voilà. Ça vous convient, monsieur Gougounian-Zading, comme précision? Voilà. Pardon, merci beaucoup. Monsieur Gaudin. Madame le maire, s'il vous plaît, une dernière précision. Le deuxième point des finances, avec la société Compact, concernant le spectacle des cérémonies des vœux. La somme indiquée, c'est bien le montant maximum de toutes les prestations, ou c'est uniquement la prestation de la société Compact pour la partie lumière et sonorisation? Alors c'est pour la location de matériel de sonorisation, d'éclairage avec encadrement technique. D'accord. Voilà, comme c'est écrit. D'accord. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire quel a été le coût de ces deux manifestations pour la partie, disons, théâtrale, qui s'ajoute à ça pour le spectacle? Ça s'ajoute à ça, je suppose, à ce moment-là. On avait... Combien a coûté en fait cette cérémonie? Pour, 10 000 euros le spectacle. Pour les deux? Oui, bien sûr. D'accord, merci. Pour les quatre même, puisque oui. Ils ont réalisé aussi un spectacle pour la fête des sapeurs-pompiers. Le personnel, les trois, oui, on va pas en rajouter un quatrième, les trois, c'est déjà bien. Un beau spectacle, je crois, qui a été apprécié par tout le monde. Pas d'autres demandes de précision? Laurence? Alors, il ne s'agit absolument pas d'une demande de précision sur les points qui sont donnés. Je voulais simplement me réjouir de l'attribution de la médaille de la ville à mesdames Boucoras et Quincé, et je voulais également profiter de ce moment-là pour, ça me tient vraiment à cœur, pour dire qu'il y a donc une personne qui a quitté notre collectivité, qui était elle aussi toute dévouée à la population et au service public.
qui était reconnue par l'ensemble de la communauté éducative. J'ai travaillé avec elle pendant des années. Je crois qu'il faut dire que ces dernières années, donc il s'agit d'Anne-Marie Advédician, je crois que c'est important de la remercier pour tout ce qu'elle a donné à la collectivité et aux Villeneuvois. Parce que effectivement ces dernières années, et en particulier avec l'absence de l'école des poètes, il est vraiment remarquable d'avoir su organiser les 2 dernières rentrées scolaires. Voilà, je voulais vraiment que ce soit dit et que effectivement la ville puisse aussi rendre hommage aux personnes qui donnent vraiment tout ce qu'elles peuvent donner à cette ville et à ses habitants. Anne-Marie Advédician n'est pas encore partie et bien entendu qu'on la remerciera pour ce qu'elle a apporté en tant que responsable du service enfance pendant toutes ces années à Villeneuve-Saint-Georges et lui souhaiter une réussite dans sa nouvelle carrière dans une autre mairie. Sur ce premier point, pas d'autres remarques ou questions? Monsieur Gaudin. Oui, Madame le maire, quand Madame Robin a pris la parole, je pensais que son propos allait se terminer autrement. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec elle. Je pensais qu'elle allait évoquer le décès d'Annie Thiénot, qui s'est occupée très longtemps du 3e âge, et d'abord du CCRS, puis le 3e âge, et qui est décédée il y a 8-10 jours à Alès d'une maladie. Donc je vous informe. Apparemment, vous n'étiez pas au courant, je pensais que vous l'étiez. Donc, je vous informe du décès d'Annie Thiénot, et vous êtes sûrement aussi au courant pour Christian Bonin. Voilà. Donc, Monsieur Bonin, j'étais au courant, pour Madame Thiénot, non. Voilà, écoutez, je vous transmets le message. Elle est décédée à Alès d'une maladie forte, rapide. Et voilà. Mais écoutez, on apportera à sa famille toutes nos condoléances. Et pour effectivement Monsieur Bonin, qui a longtemps servi à la ville de Villeneuve-Saint-Georges, son enterrement a lieu demain après-midi. Voilà. Alors, nous pouvons passer au point suivant, qui est l'approbation des comptes rendus des séances des 20 septembre, 23 novembre et 18 décembre. Et nous ferons l'installation de M. Mailluchon tout de suite après. Nathalie ? Comment? Oui, tu as une remarque ou des remarques? Vas-y. Alors, bonsoir. Sur le compte rendu du 18 décembre 2012, on va commencer avant, celui du 20 septembre 2012, page 18. 5 garanties d'emprunt au PH réhabilitation du Bois-Matard, Madame Diner rapporteur, Madame le maire, et Madame le maire propose de voter chacune des délibérations, et après il y a un paragraphe où Madame le maire nous communique la réponse à la question relative au marché signé avec l'entreprise Bozio. Je pense que ce paragraphe ne correspond pas à la délib. Hein? Voilà. Et il y avait ça. Et puis, pour donc toujours la suite, voter les 2 délibs. Donc l'éco-prêt, c'est la page 18 toujours. Éco-prêt, donc pour 26 contre 1 et NPPV 6. Et le prêt à l'amélioration, on a pour 6. Donc je pense qu'il y a une erreur. Contre 1 et NPPV 6. 16. C'était pas 26? C'est 26. Oui, mais il y a 16 pour. C'est le même vote. Sur la page 19. Et oui, je vous écoute. Tu as d'autres remarques, Nathalie? Oui. Merci. Non, sur celui du 18 décembre, maintenant. Du 18 décembre 2012, page 7. Donc, en haut de la page, donc Madame Diner, Monsieur Faïs qui pose une question et qui visiblement répond à la question. Je pense que
il pose une question en demandant qui paie les frais de scolarité. Donc je pense que je réponds la ville de Crosne et je pense qu'il répond très bien. Et après, il pose une question, mais c'est pas tous les deux. Hein, on pose pas la même question tous les deux. Voilà. C'était là, je pense que il y a eu, il y avait un duo. Je suis désolée, mais je pense pas. Bah, c'est des choses qui arrivent. Voilà. Je vois. Donc page 7. Alors, je sais ce qui s'est passé, mais j'ai pas vu la comment après on a essayé de faire pour s'en arranger. C'est que je crois me souvenir que lors de cette séance, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas audibles. Et donc ça donnait lieu à des points de suspension et des choses pas très très claires. Donc il faut qu'on fasse très attention pour les prochains comptes rendus, de bien parler dans le micro pour la personne qui écoutera après l'enregistrement et fera le compte rendu, qui, comme vous pouvez le constater, en général est quasiment in extenso. Donc voilà. Mais tu as raison. Donc évidemment, on corrigera. Y a-t-il d'autres remarques? Laurence et Jean-Pierre? Oui, Jean-Pierre. Enfin, Laurence d'abord. Peu importe. Décidez-vous. Oui, Laurence. juste, alors serait-il possible d'avoir dans un délai un peu plus rapproché les comptes rendus analytiques des conseils municipaux? Alors je pense en particulier à la séance du 20 septembre qui maintenant est vraiment éloignée. Enfin bon, ça serait vraiment une bonne chose de les avoir dans un délai un peu moins important. Et deuxième chose, dans le même concernant les comptes rendus analytiques, il serait souhaitable que les comptes rendus analytiques soient portés en fait à la connaissance des Villeneuvois, puisque quand on regarde le site de la ville concernant l'année 2012, il n'y a aucun compte rendu analytique, il n'y a que les comptes rendus synthétiques. Or, ça me semble important pour l'information des personnes de pouvoir se reporter effectivement à un compte-rendu analytique qui donne l'intégralité des débats. Mais écoutez, moi je suis tout à fait d'accord avec ta demande, donc on proposera effectivement au service de pouvoir le mettre sur le site internet, et puis sur la périodicité des comptes rendus. Voilà, comme vous le savez, il y a aussi eu changement d'équipe et au niveau de la direction générale, et donc voilà, c'est un souci partagé, et on y veillera donc pour les prochains comptes rendus. Oui, merci. Bonsoir à tous et toutes. Sur la séance du 23 novembre 2012, à la page 41, à la réponse que j'ai faite à M. Joly, il faut lire « C'était un ajout de ma part » à la place de « C'était donc un ajout de votre part ». Voilà, si vous vous souvenez, j'avais précisé les lieux et les nombres de commerce concernant la préemption. Voilà. Oui, tu as raison. Je vois que les comptes rendus sont lus très attentivement. Merci. C'est très bien. D'autres remarques? Non, on peut passer au point suivant. Donc, le point vraiment numéro 1 à l'ordre du jour, c'est l'installation. Vous voulez... Oh, excusez-moi. Je vais aller trop vite pour permettre à M. Maillochon d'être installé. Excusez-moi. Donc, approbation du premier compte rendu, celui du 20 septembre. Qui est favorable? Merci. Du 23 novembre. Merci. Et du 18 décembre. Merci. Voilà, avec évidemment les corrections qui seront apportées. Donc voilà, point
en fait, numéro 1 de notre ordre du jour, l'installation donc d'un nouveau conseiller municipal. Par courrier reçu en mairie, donc le 28 janvier 2013, Monsieur Philippe Lavadou a communiqué sa démission du conseil municipal pour des raisons personnelles. Ainsi, conformément à l'article L270 du Code électoral, il est procédé donc à l'installation de Monsieur Pierre Maillochon. Donc voilà, vous êtes déjà installé, c'est pas grave. Et voilà. Merci monsieur et bienvenue au sein de notre assemblée. Point numéro 2, donc l'aire intercommunale d'accueil des gens du voyage. Je passe la parole à Nathalie. Merci Madame le maire. Alors je ne vais pas vous lire la délibération, simplement vous rappeler qu'en le 18 décembre dernier, donc nous avons délibéré sur le règlement intérieur. Il s'avère depuis qu'il y a des petites modifications peu importantes, mais surtout, donc qui sont à la marge, mais il y a, après discussion avec le gestionnaire, donc qui a été retenu, l'ajout d'un article supplémentaire sur l'obligation de quitter le terrain en cas de manquement au règlement intérieur. Donc voilà, donc il est proposé de nouveau avec cet article supplémentaire et quelques petites modifications à la marge de nouveau de voter sur ce règlement. Voilà. Y a-t-il des commentaires, des questions? Donc on peut passer au vote de la délibération. Ah, monsieur Gaudin. Excusez-moi, Madame le maire, oui, je suis un petit peu en marge de la question en elle-même. On a l'impression que le chantier est arrêté. Il ne se passe pas grand-chose, ça ne bouge pas beaucoup, les engins sont fixes, et qu'est-ce qui se passe? Et ça fait quand même quelques temps que ça ne bouge pas, on a l'impression qu'il ne se passe plus rien. Qu'il a pris du retard? Hier ou avant-hier. Donc voilà, on sait qu'il a pris du retard. Là, les 8 modules ont été installés avant-hier. Et je pense que maintenant, les choses vont... Comment? Donc les prochains modules seront installés les 25 et 26 février. Et on pense que le 15 avril, l'ouverture devrait se faire pour le 15 avril. D'accord. Et est-ce que, à l'occasion, vous pourrez nous préciser comment vous avez pu pallier dans le montage financier de l'opération à la non-participation de la CAF? Puisque j'ai lu dans le rapport de la Chambre régionale des comptes comme quoi la CAF, finalement, ne participait pas au financement de l'aire en elle-même. Alors qu'au départ, dans le montage financier qui date de mars 2011, on avait encore un tableau où la CAF participait à hauteur de 152 934 €. Donc comment ça s'est arrangé? Qui prend le surcoût? Qui fait quoi? Qui paye quoi? Donc cette participation de la CAF initiale a été répartie sur les financeurs, en particulier l'État, j'imagine. L'État. Diana? Oui, c'est fait exprès. Place. Mais allume-le, voilà. Vous l'allumez. Donc la répartition s'est faite sur l'État, sur la région, sur le Conseil général. Voilà. Bien sûr, la ville aussi. Hein. Il me semblait que la région, à certains moments, voulait se désengager aussi. Non, c'est pas ça? Non, tout à fait. Elle a poursuivi ses engagements financiers. Ça aurait fait Et beaucoup. par contre, en termes de fonctionnement, la CAF va participer sur le fonctionnement. Ah oui, d'accord. Là, on est sur l'investissement. D'accord. Merci Diana. On peut passer à la délibération. Donc, qui est favorable à donc, la première délibération sur le règlement intérieur? Merci pour l'unanimité. Le tarif des dégradations. Donc, vous avez tout le tableau
joint à la délibération. Je peux le porter donc à votre délibération. Qui est favorable? Merci à tous. Point numéro 3. Donc, il s'agit de demander des subventions auprès de la DRAC, du Conseil régional et du Conseil général pour le projet relatif à l'anniversaire de la disparition de René Fallet. Xavier, tu nous présentes le rapport? Oui, bonsoir. René Fallet est décédé il y a 30 ans. Il est décédé en été. On aurait pu commémorer l'anniversaire de sa disparition en plein été, mais bon, on aurait eu un petit problème de fréquentation du public, donc on a décidé finalement que l'année 2013 serait l'année René Fallet en termes de culture à Villeneuve-Saint-Georges, et ça va donner lieu à des tas d'opérations de théâtre, de musique, de courses cyclistes, parce qu'on est aussi, la culture subventionne aussi un peu le sport parfois, et des opérations qui s'étalent du mois de janvier jusqu'au mois de novembre de l'année. Je suis assez fier en plus à titre personnel de présenter ce projet parce que René Fallet est né à Villeneuve-Saint-Georges comme ma femme, et il a passé beaucoup de temps parce qu'il en était originaire à Jaligny dans le Bourbonnais comme mon grand-père. Voilà. Alors je vais vous lire la note maintenant. Cette célébration s'inscrit dans les services offerts par les médiathèques municipales, qui s'efforcent de mettre à la disposition des usagers un fonds local, incitant à la découverte d'un riche patrimoine. Dans ce cadre, la célébration envisagée autour de René Fallet marque un moment privilégié pour la reconquête de l'histoire locale, alors que la ville est en pleine restructuration de son quartier historique, où se trouve justement la maison dans laquelle l'écrivain a vécu. Lien mémoriel pour les anciens et appropriation de l'histoire pour les nouveaux habitants. D'autre part, les Villeneuvois de longue date expriment leur intérêt à ces célébrations culturelles qui rendent hommage aux lieux et aux hommes, tandis qu'elles permettent aux nouveaux habitants de s'approprier un riche patrimoine historique, souvent ignoré de l'ensemble des administrés. Le programme des manifestations a été élaboré sur une année, de janvier à novembre 2013. En premier lieu, René Fallet est décédé le 25 juillet 1983 et une célébration pendant les vacances d'été n'aurait pas atteint son objectif auprès du public. D'autre part, René Fallet était un personnage aux multiples facettes humaines et professionnelles. La célébration de sa disparition permet donc de s'intéresser à tous les domaines qui l'ont passionné, la littérature, le jazz, le cinéma, le vélo, le football, sans oublier l'amitié bien sûr, élément déterminant de son existence. Je ne vais pas vous lire l'ensemble des manifestations qui sont proposées. J'imagine que beaucoup de gens ont déjà pu prendre connaissance de tout ça dans la plaquette qui a été distribuée, qui est toujours à disposition du public, bien évidemment. Le conseil municipal est invité à solliciter les subventions auprès du Conseil général du Val-de-Marne, du Conseil régional d'Île-de-France, de la Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France. Vous avez ensuite dans le dossier le budget prévisionnel. Vous pouvez constater que nous sollicitons des subventions pour un peu moins de 50% du coût total de l'action. Voilà. Alors, vu le Code général des collectivités territoriales, considérant que cette célébration s'inscrit dans les services offerts par les médiathèques municipales qui s'efforcent de mettre à la disposition des usagers un fonds local incitant à la découverte d'un riche patrimoine, considérant que dans ce cadre, la célébration envisagée autour de René Fallet marque un moment privilégié pour la reconquête de l'histoire locale, alors que la ville est en pleine restructuration de son quartier historique où se trouve justement la maison dans laquelle l'écrivain a vécu, lien mémoriel pour les anciens et appropriation de l'histoire pour les nouveaux habitants, considérant d'autre part que les Villeneuvois de longue date expriment leur intérêt à ces célébrations culturelles qui rendent hommage aux lieux et aux hommes, tandis qu'elles permettent aux nouveaux habitants de s'approprier un riche patrimoine historique souvent ignoré de l'ensemble des administrés, considérant la nécessité de solliciter des financements auprès de divers partenaires pour mener à bien ce projet. Article 1. Approuve le projet de la célébration de la disparition de René Fallet, écrivain villeneuvois qui sera intitulé « Coup de chapeau à René Fallet » et dont le programme se décline de janvier à novembre 2013 avec des expositions Brassens, exposition biographique René Fallet, des concerts, la violoncelliste Agnès de Herty, le groupe BA3, les professeurs du conservatoire, une conférence avec Michel Le Cureur, une représentation théâtrale du théâtre Le Fenouillet.
sollicite auprès de l'ADRAC Île-de-France, du Conseil régional d'Île-de-France, du Conseil général du Val-de-Marne, les subventions les plus élevées possibles pour la réalisation de ce projet, autorise Madame le maire à signer tous les documents administratifs et financiers relatifs à cette demande de subvention, dit que les recettes seront imputées au budget de l'exercice considéré 6 188. Je vous remercie. Merci Xavier. Nous avons déjà eu le plaisir de la première initiative à la médiathèque autour des chansons de Georges Brassens. Et la surprise, l'heureuse surprise d'avoir dès cette initiative la présence de Madame Agathe Fallet. Donc c'est dire, je crois, combien on répond, comme le disait Xavier, à quelque chose qui est important pour les Villeneuvois. Et voilà, c'était une belle première initiative autour de l'exposition aussi de Georges Brassens. Monsieur Faïs. Oui, Madame le maire, nous saluons cette initiative qui permet d'honorer René Fallet, qui était un romancier grand amoureux de Villeneuve. À ce propos, nous voudrions savoir quel sort vous réservez aux 3 rues de la Bretonnerie, qui était la maison familiale des Fallet, dont il parle abondamment dans banlieue sud-est. Cette maison était classée à conserver impérativement dans la ZPPAUP, mais elle est déclassée dans la VAP. Donc sera-t-elle détruite? Pouvez-vous nous rassurer? Là, il faut que j'ai pas en mémoire toutes les adresses de la VAP, mais je vais vérifier. Hein, mais vous savez que ce travail, d'ailleurs, est actuellement soumis à enquête publique, et que donc là, voilà, j'ai pas en tête cette. Mais on va vérifier. Je vous le dirai si je peux le savoir pendant la séance. Elle n'est plus en zone rouge à conserver impérativement. Non, mais après, il y a différentes à réhabiliter, à rénover, voilà, il y a différentes cas de figure selon la situation du bâtiment, comme vous le savez. Là, c'est peut-être pas l'occasion de revenir sur le dossier de la VAP, voilà, mais on va vérifier. D'autres questions ou remarques ? Est-ce qu'on peut soumettre donc à votre approbation cette délibération? Qui est favorable à ce programme? Merci. Voilà, mais écoutez, je vais ouvrir donc le débat d'orientation budgétaire. Vous avez eu dans vos documents du Conseil à la fois des éléments chiffrés et les propositions d'orientation